Alors, de vos discussions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager? Ou si vous avez eu des remarques, des questions? Oui? On est revenu et on avait bien une clarification sur la différence entre amour et bienveillance. Il y a il y a la moitié de notre groupe qui disait que l'amour, c'était plutôt euh, un événement ponctuel, la bienveillance, c'était une inscription dans une progression vers le bonheur dans l'avenir. Vous avez entendu la question en ligne? Un petit peu? Pas trop. Quelle est la différence entre amour et bienveillance? Il t'a semblé, Catherine, que l'amour était plus dans une durée plus courte Non, il est ponctuel, il n'est pas et dans la ponctuelle? projection future, Ah, il est maintenant. hum, euh, Et pour d'autres, amour et bienveillance, c'était la même chose. je crois qu'il y a un sutra dans la tradition pali qui s'appelle le Pema Sutta, qui distingue la méta de Pema. Pema, c'est vraiment une forme d'affinité, qui peut être teintée d'attachement. C'est la manière dont on perçoit quelque chose, une personne, en l'occurrence. Il n'y a pas cette notion de vouloir le bien. C'est plus j'aime cette personne, j'aime bien, ou c'est comment je l'aperçois de manière positive, plus dans la perception momentanée. Et maîtrise ou méta, c'est plus cet aspect de vouloir, de souhaiter le bien. C'est un peu différent. Même si ces deux choses peuvent être traduites par le même terme parfois. Ouais, en italien, c'est la même chose. Ti voglio bene ou un truc comme ça. Ti voglio bene Ouais. et... Et ça veut dire je t'aime. Alors que Ah la bon? traduction, c'est je te veux du bien. Ouais. Ti voglio bene, c'est en italien, je t'aime bien. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est génial ça. Vous avez entendu? Ti voglio bene en italien, ça veut dire je t'aime bien. Moi, c'est cool ça. Ti voglio bene. Oui, La définition, c'est quand même souhaiter le bonheur. oui, oui, oui. On ne parle pas de même. Non, 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 non. L'amour en sens de Pema, en pali, c'est pas vraiment comme on traduit. On l'emploie pas souvent dans ce terme-là. On pourrait dire il y a l'amour bienveillant et il y a l'amour romantique ou l'amour. Mais même romantique, c'est pas forcément pareil non plus que ce que je viens de définir aussi. Parce que dans l'amour romantique, il peut y avoir la bienveillance aussi. Mais il y a l'amour de souhaiter et l'amour du lien, de la manière de percevoir l'autre, parfois avec de l'attachement. C'est pas tout à fait pareil, hein. Qu'est-ce que vous aviez vu d'autre? Est-ce qu'il y a des choses en ligne dans votre groupe? Et on avait une question. Ouais. Bienveillance et shamatha, est-ce qu'on substitue bienveillance au souffle, c'est-à-dire qu'on fait une méditation centrée non plus sur le souffle, mais sur la bienveillance de soi, Ouais. ou alors est-ce qu'on utilise la bienveillance de soi comme socle de méditation shamatha, et ensuite on revient sur le souffle. Alors, Plus fait. dans la méditation de shamatha, faut être clair sur l'objet dès le départ. Donc, si on a choisi la bienveillance pure, ça va être pas le souffle. Mais on peut aussi monter, ce qu'on appelle monter la bienveillance sur le souffle. Parfois, ça aide. Ça veut dire quoi, ce que tu viens de dire? Par exemple, on peut monter la bienveillance sur l'expire, monter la compassion sur l'inspire. Ça s'appelle Tonglen, ça. En fait, on se sert du support manifeste du souffle pour venir charger symboliquement l'inspire et l'expire d'un sens émotionnel, compassion, bienveillance. Je prends et je donne. Je prends la souffrance, je donne le bonheur. Je prends la souffrance, je donne le bonheur. Et on le monte sur la respiration, ça.
pourra le faire tout à l'heure, peut-être juste sur l'expire, sentir qu'on donne le bonheur. Parfois, ça permet qu'on maintienne notre compassion plus facilement. Parce que parfois, si on perd la compassion, on a quand même un peu le souffle encore. Donc, on n'a pas l'impression d'être complètement perdu. Si tu donnes le bonheur, c'est de la générosité, c'est pas de la bienveillance. Ça peut être les deux. C'est une forme de générosité de donner le bonheur. Donc, c'est de la bienveillance. Parce que tu souhaites que la personne soit heureuse, donc tu lui donnes du bonheur. Ça, C'est un alors, projet d'avenir pourtant, tu dis. c'est un projet d'avenir. C'est un projet C'est d'avenir. C'est du long terme, là. Hein? la bienveillance, c'est un Ouais, souhait mais je peux d'être. vous souhaiter là, maintenant, vous, d'être heureux aussi. Il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est vraiment que du long terme. Hein. J'entendais un exemple de donner de l'argent à quelqu'un dans la rue. Tu peux le faire avec bienveillance et lui dire, lui souhaiter, sans que ce soit à long terme. Elle est partie, Michel, qui posait la question ce matin de ce qu'on souhaite aux êtres. Alors, on- dans la bienveillance, c'est pas nécessairement que de leur souhaiter d'atteindre le nirvana, et il peut y aussi avoir leur souhaiter le bonheur très euh, euh, terre à terre, de la santé, de simplement avoir de quoi manger. Il n'y a pas que les bonheurs extra samsariques, supra. On peut souhaiter aussi tout simplement de leur souhaiter d'être heureux, d'être en paix, d'avoir de quoi manger, d'être joyeux. Ça n'empêche pas. Hein. C'est pas que de leur souhaiter de la bouddhéité. Hein. Parce qu'en plus, si on s'entraîne à leur souhaiter la bouddhéité sans leur souhaiter préalablement qu'ils aient quand même les causes et les conditions pour l'acquérir, la bouddhéité, c'est-à-dire quand même de pouvoir manger, d'avoir. Ce serait un peu bizarre quand même. Ça fait aussi qu'on leur souhaite de la bouddhéité, mais ça devient un peu abstrait. Si on ne veut pas leur souhaiter de manière très factuelle d'être, d'avoir les biens matériels, d'avoir l'environnement, d'être entouré d'amis, de ne pas être seul. OK. Mais c'est une bonne remarque, ça. Si c'est difficile pour vous de faire la bienveillance avec, sans le souffle, ça peut aider de faire le souffle. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose déjà qui se passe. Donc on a juste à monter notre bienveillance sur le souffle. Et quand on fait Tonglen, on pratique la bienveillance et la compassion. On prend leur souffrance. Alors que c'est une étape supplémentaire de la compassion. Mais souvenons-nous, la compassion, c'est comme ce serait merveilleux si les êtres étaient libérés de leur souffrance, puissent-ils être libérés de leur souffrance, et je ferai en sorte, moi, et moi seul s'il le faut, de les libérer de leur souffrance. Donc à ce moment-là, on l'imagine. Mais au bout d'un moment, on se dit, ben, de toute façon, c'est imaginé ça. Il faut que je le fasse vraiment. Et en fait, le fait de s'habituer à l'imaginer, ça fait qu'un jour, on se dise, enfin, de plus en plus, on s'entraîne à se dire, mais il faut vraiment que je le fasse. Et c'est ce qui engage aux pratiques des six perfections. Enfin, on peut le faire sur l'expire, on pourra le faire. Ça. OK. Euh, mais voyez, shamatha sur la bienveillance, c'est un peu. C'est délicat à trouver. Hein, comme, Alors parfois, c'est des moments de la vie aussi. Hein. Quand on voyage et qu'on est pris dans quelque chose, on a beaucoup de temps, ou on est en vacances pendant longtemps, peut-être que ces méditations sont beaucoup plus facilement disponibles. Parce qu'on peut-être qu'on passe beaucoup plus de temps à générer de la bienveillance et alors cette idée d'être, ça vient plus naturellement, c'est possible. Et on vient à Paris, le métro, et là c'est plus compliqué. Hein. Donc dans l'aspect de shamatha, il y a plus vraiment d'analyse, il n'y a plus de il faut que je me souvienne des bienfaits. On est dans l'expression de cette émotion
à destination d'abord des aides de notre famille. Donc quand on a Shamatha, on commence par les aides pour qui c'est facile à générer. Par exemple, faisons le test. Prenez quelqu'un de votre famille ou un ami proche, quelqu'un pour lequel c'est facile de générer de la bienveillance. Ou un animal de compagnie, et faites le test. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Et là, il faut être très créatif. C'est lui souhaiter vraiment ce dont il a besoin. Et ça varie d'un individu à un autre. Essayons. Et dans votre esprit, ça peut prendre la forme, comme ce serait merveilleux si. Là, on peut le trouver avec des mots, ça. On peut avoir des images, on peut explorer. On n'est pas encore dans le shamatha. On va essayer de voir la différence maintenant entre ce qu'on appelle méditation analytique et méditation de placement sur shamatha, sur la bienveillance. Essayons de faire le test maintenant, d'arrêter cette exploration, de simplement imaginer cette personne en face de nous, sans nécessairement que ça nécessite de la voir complètement, mais elle est là. Et continuer à lui souhaiter, sans qu'on soit obligé de dire je lui souhaite ci et ça et ça et ça, d'avoir ce sentiment pour elle, ce souhait, cette aspiration pour elle. Et voir si on peut demeurer
dans cette bienveillance, de prolonger le surgissement de cette bienveillance en maintenant l'impression de cette personne devant nous. Et encore une fois, ça peut, non, je ne l'ai pas dit ça, mais la personne n'est pas nécessairement apparente vraiment. C'est pas grave, mais on sait que c'est elle. Et cette bienveillance, elle fluctue, elle n'est pas tout le temps présente peut-être, avec la même intensité. Ça aussi, on l'accepte. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est distrait. Là, on emploie vraiment les techniques de shamatha, là, de concentration. Essayons. Ok, on va faire une pause juste pour que vous me livriez vos impressions. On va continuer à le faire, ça, parce que ça demande une certaine répétition. J'arrive. Un des obstacles à cette partie méditative sur shamatha, c'est qu'on va avoir la volonté, comme pour un objet visualisé, que la personne apparaisse clairement ou que ce soit vivace. Et si on le fait, on ne va pas pouvoir stabiliser l'esprit. C'est comme quand on travaille sur une visualisation d'un Bouddha en shamatha. Quand on fait la partie où on analyse, où on explore, on peut aller d'un détail à l'autre et l'image peut apparaître clairement. Mais quand on passe à la partie de placement, c'est-à-dire juste shamatha, sans plus analyser, il faut accepter que l'apparence soit de très mauvaise qualité, mais de maintenir quand même un contact. Parce que sinon, on va tendre l'esprit, ça va empêcher la détente et ça va empêcher de développer la concentration. Pour que la concentration se développe, il faut qu'il y ait de la détente. Et on ne peut pas le faire si on court après l'apparence. Donc là, c'est juste une impression de la personne devant nous et notre bienveillance, elle fluctue. Ça ne veut pas dire qu'on est distrait à ce moment-là. C'est ça qui est difficile. C'est qu'on passe de l'exploration, où parfois on peut avoir des soubresauts de bienveillance qui sont peut-être beaucoup plus forts que quand on passe au placement. Placement, ça fait un peu, ça donne un peu l'impression d'être un peu neutre, un peu plat. Mais c'est pas grave. En tout cas, peut-être qu'il y a encore un petit filet d'eau, un petit jaillissement de bienveillance qui demeure quand même. Et on se maintient là-dessus. Et au bout d'un moment, ça va stabiliser de plus en plus. Le but, c'est on acquiert, on entraîne la concentration avec la bienveillance. C'est fou quand même de se dire ça. Ça, c'est quand même des objets. Parce que le souffle, bon, le souffle, c'est bien, mais il n'y a pas de notion de. C'est un objet neutre, le souffle. Là, la bienveillance, c'est on cultive en plus une qualité essentielle dans l'esprit. Et en plus, on a shamatha, donc c'est quand même. Le bienfait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bon, combien? Oui, entre le passage où on essaie d'explorer et celui où on essaie de se stabiliser dans la. Ben, on est moins rigide Dans lequel? ben, au moment où on explore. On est moins rigide. Ben oui. Ah oui, d'accord, ok, oui.
Alors, si tu as l'impression d'être rigide dans le deuxième, c'est que tu es peut-être un peu tendu aussi. Oui. Il faut que tu détendes. Ouais. C'est pareil pour moi. Le Ouais. premier, c'était beaucoup plus simple. Ouais, ouais, ouais. Imaginez avoir ce flux de bienveillance continu quasiment, avec des variations, et l'impression de la personne en face. En fait, ça va être rendu possible par la première étape. Plus on va explorer, plus ça va être facile de le développer, de se dire, ah ouais, ça c'est la bienveillance. Plus après, c'est facile de le maintenir. C'est comme dans les visualisations. Au départ, on visualise mentalement, c'est un peu compliqué. On n'a pas l'impression de voir les images. On visualise la mat son kappa, par exemple, le son kappa. On visualise par partie, puis après, on se fixe sur le tout. Il n'y a rien qui vient. On continue. Puis à un moment, l'esprit acquiert de la dextérité. On arrive à voir les détails plus clairement. On visualise le tout. Ah, ok, ça commence à venir. Mais si on passait directement essayer de voir Jetson Kappa dans sa globalité sans avoir préalablement analysé, il ne pourrait pas être maintenu dans notre esprit. En fait, c'est l'analyse qui va permettre le placement. Donc, plus on va avoir enrichi notre méditation de bienveillance, de, d'exploration, de qu'est-ce qu'on leur souhaite vraiment, plus au moment où on va placer l'esprit, il y a un moment où il ne faut pas une pompe pour venir faire surgir la bienveillance. Il y a juste à ouvrir le robinet. Pas venir. On a juste à émettre. C'est cette impression. Alors faisons le test à petit niveau, juste pendant quelques secondes. Ça, c'est bien de faire les tests aussi. Reprenez la personne pour laquelle peut-être plus naturellement vous avez de la bienveillance. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Utilisez cette exploration et après, juste essayer de stabiliser, de voir si on peut avoir ce sentiment sans avoir besoin de mots être bienveillant. Juste être bienveillant. Et on reprend l'analyse, l'exploration. On prend une personne qu'on connaît bien. Comme ce serait merveilleux si elle pouvait vivre longtemps, être libre de maladie, d'être plus calme, en paix, joyeuse, courageuse. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter dans ce qui tombe sous la catégorie honneur et ses causes?
De temps à autre, on peut faire le test, simplement voir si on peut générer cette bienveillance libre d'analyse, d'exploration, simplement être bienveillant pour envers cette personne. Excusez-moi, il n'y a pas moyen de mettre un petit peu plus fort. Vous m'entendez pas bien en ligne? Je vous entendais pas bien, mais c'était parce que vous parliez peut-être plus bas, mais c'est parce que j'ai qu'un portable, en fait, j'ai pas d'ordinateur. D'accord, ok. Alors je mets le micro un peu plus près. C'est gentil. Merci, excusez-moi Après. du dérangement. C'est pas grave. Ok. Euh, Et c'est ainsi qu'on fait des petites incursions dans le shamatha, placement sur la bienveillance, des membres de notre famille, des amis, de changer de personne hein, si on le souhaite. Alors, le fait de changer de personne, intervient plutôt en début de méditation, pendant la méditation de shamatha, parce que si on change de personne dans le shamatha, ça change d'objet quand même. Et après, on peut faire des groupes, quoi qu'on a fait individuellement. Et membres de la famille, on peut dire ma famille, et avoir l'impression qu'ils sont là. Essayons.
Et si on n'y arrive pas, c'est comme à chaque fois dans la méditation, on ne force pas. On peut continuer, hein, ça ne veut pas dire d'arrêter nécessairement, mais de se dire, bon, ben, c'est peut-être pas aussi le meilleur moment pour méditer dans la journée, après le repas, comme ça, c'est difficile. Mais c'est comme un entraînement, il y a parfois des jours où on s'entraîne et on n'a pas une très bonne impression dans le corps, et pourtant c'est ce qui vient permettre de poursuivre l'entraînement. Donc c'est pas parce que ça fonctionne en apparence pas, il n'y a pas des bienfaits qui sont accumulés qui peut-être demain ou dans les jours prochains pourront être ressentis si on continue à s'entraîner. Comme tous les sujets dans la méditation, il y a un moment où ça va devenir un peu chiant. C'est normal, ça fait partie de l'entraînement. C'est normal, c'est complètement normal. Même si on se dire, ah, la famille, hein, là aujourd'hui, non. Euh, donc, euh, donc on peut, là, dans ce cas-là, rétablir notre motivation, redescendre d'un cran, et de continuer à être dans l'ouverture et c'est de rétablir, se dire, ok, pourquoi je le fais? On perd vite de notre esprit, ça, pourquoi on le fait? Pourquoi c'est bénéfique? Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, dans vos groupes de discussion, des bienfaits de la bienveillance qu'on n'a pas vraiment traité ce matin? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres, hein. La joie. Hein? La joie. La joie. Hmm. Ouais, ouais, ça donne énormément de sens. Il y a peu de choses qui donnent autant de sens dans son existence, de se mettre au service des autres, de servir les autres, d'être porté vers les autres. Après, il y a toute la considération du chérissement excessif de soi aussi, de se dire toute l'énergie que je passe à moi, et d'ouvrir de l'espace pour les autres. Ça aide aussi à la compréhension de la vacuité, hein, la compassion et la bienveillance d'un côté, la vacuité de l'autre sont complémentaires l'une à l'autre. Quand on comprend qu'il n'y a pas un moi qui existe de manière intrinsèque, alors évidemment qu'on a de l'espace pour les autres. Comme si on était un petit peu recroquevillé dans une pièce fermée
et tout à coup, on a passé des semaines, un peu comme dans le Covid, dans le confinement, on est confiné dans le truc et tout à coup, on arrive sur un panorama et on voit l'immensité. C'est un peu cet effet-là quand on est très dans des périodes très portées sur soi, tout à coup on ouvre à la bienveillance, on se dit, waouh, il y a tellement plus d'espace quand même cette considération pour les autres. Le chérissement excessif de soi, en plus, la perspective, c'est que à long terme, ça nous apporte. On en a eu tellement ça dans nos vies passées, même du chérissement de soi, ça nous a pas emmené bien loin. Si on avait passé un quart, un millième de l'énergie à chérir les autres, on serait déjà éveillé. C'est ce que dit Shantideva. C'est beaucoup plus dur de rester dans le samsara, en fait, hein. Ça prend beaucoup plus d'énergie. On serait déjà sorti d'affaires si on avait trouvé tout de suite la recette de chérissement des autres, qui ne veut pas dire de pas du tout avoir de, de considération pour soi, c'est pas du tout ça. On devient une base pour le monde, un support, une terre pour un support pour le monde. On a besoin d'inspiration, surtout dans le monde actuel, hein, de voir qu'on met tellement d'emphase sur le progrès et que on arrive quand même à avoir des chefs d'État et des gens qui ont un système moral qui est tellement déficient. Mais le progrès, à mon avis, c'est vraiment de pouvoir savoir ouvrir son cœur, déconstruire la colère quand on a des moments où on pourrait être en colère. C'est ça le progrès, c'est pas vraiment. Le reste, oui, c'est sûr, les biens matériels, ça nous aide, mais c'est pas pour nous mettre au service de développer plus de générosité, de bienveillance, d'altruisme, c'est vain quand même, hein. Comment on peut dire qu'on est tellement évolué quand on voit. Moi, je regarde des sutras de la tradition pali, j'en lis en ce moment tous les jours. Je me dis, mais t'es à 2500 ans en Inde antique. Et tu vois, c'est un roi qui vient voir le Bouddha. C'est pas des contes, hein. C'est des vrais leaders à cette époque qui viennent le voir en disant, ben, moi, je vois que de rester simplement dans les biens financiers, ça me rend pas heureux. Et on voit qu'ils ont des discussions d'une profondeur alors que c'est il y a 2500 ans, quoi. C'est à 2500 ans en Inde antique. Ils avaient quoi? Ils avaient le développement de leur esprit, la maturité intérieure est calculée, à mon sens, en fonction de ça, pas vraiment de ce qu'on possède. Donc, la proposition, c'est de se dire, quand on a vraiment ouvert son cœur, qu'on a de la compassion, on est une base, un support pour le monde. On est inspirant, on devient un champ de mérite aussi. On devient un champ de mérite, c'est la proposition aussi. C'est-à-dire que les personnes qui font des activités vertueuses à notre égard accumulent une force bien plus forte parce que on devient inspirant. On devient inspirant naturellement. C'est génial ça. C'est dans les. On pourrait se dire, ouais, alors là, tu roules un peu les mécaniques, hein. Ça, c'est un peu pour. Mais c'est dans les bienfaits de la bodhicitta, quand on prend les vœux de bodhisattva, les bienfaits de la bodhicitta qu'on peut se remémorer tous les jours, c'est ça, c'est de se dire, quand j'acquiers la bodhicitta, je deviens un support pour le monde, je deviens un être inspirant, je deviens un champ de mérite. Mais c'est pas empreint d'ego, c'est de se dire, voilà, c'est important, c'est bénéfique d'être inspirant aussi pour les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un des indices pour calculer la maturité humaine, de se dire à quel point on peut, dans des situations où très facilement on pourrait glisser dans la haine, de savoir maintenir le cap de l'altruisme. Ça, c'est vraiment un signe de maturité, c'est pas de. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bienfait? Bah, ça ouvre la porte à la bodhicitta, donc l'éveil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bienfait? La bienveillance. Ce que tu as dit, le sommeil, Oui, la oui. santé. Oui, la santé, la santé, la santé. Là, si on demandait à Natou, qui est médecin, médecine chinoise, de venir nous parler des émotions et de la colère liée
un certain des dérèglements du corps. Quelqu'un a posé la question ce matin, enfin, c'est pas une question, c'était une affirmation, de dire que l'apnée du sommeil est causée par, non pas l'esprit, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais par des dérèglements physiologiques. Je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement écarter l'esprit de l'apnée du sommeil. Je pense que des personnes qui sont assez peu, c'est une hypothèse, je ne sais pas vérifier, ça n'engage que moi, mais des personnes qui sont peu en contact avec leur corps ou qui peut-être n'ont pas acquise une habitude de l'observation de la respiration, peut-être que c'est plus facile de développer des apnées du sommeil quand on a... Parce que finalement, on répète souvent dans la nuit ce qu'on fait dans le jour aussi, hein. Si on est très inconscient de notre respiration, peut-être, est-ce que ça peut être un support à respirer de manière désorganisée? Et si on respire de manière désorganisée dans notre sommeil, est-ce que c'est complètement décorrélé des émotions qu'on perçoit quand on dort? Moi, Je je ne sais suis pas. d'accord. Hein? Parce que c'est juste un relâchement du... Je sais que ça induit un relâchement, c'est pas... C'est que physiologique pour toi? Ouais. Je sais pas, ma mère qui donne du sommeil. Après, il y a des facteurs favorisants, elle est obèse, elle fait Ouais. chose, Ouais, mais ouais, elle oui, est oui, suivie. oui, je pense que je suis d'accord, hein, mais je sais pas, j'en sais rien. Ça, je peux pas. Ouais, ouais, mais souvent, ça fait partie de Oui, tout le monde. après, oui, 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 non, non, mais faut pas penser qu'il y ait que le facteur de. Quand on dit en général une cause, d'ailleurs, euh, libre d'un sommeil agité d'apnée, bon, faut pas le prendre de manière comme si la bienveillance était la seule cause. Non, c'est pas dans ce sens-là. Tout est. Mais de ne pas être connecté au corps, au sens, Ouais, pas du tout. ouais. Donc, j'écoutais ce que... Je sais pas. Je vois des gens qui ont un sommeil très agité, qui bougent beaucoup. C'est des gens qui, dans leur vie éveillée, ont une activité physique très fragmentée aussi. Et ça, j'en connais aussi des personnes comme ça, hein. Tout le temps quand ils dorment, qui ne peuvent pas dormir correctement parce qu'il y a toujours le corps qui bouge ou le besoin de... Nous, dans notre famille, on a je sais pas si c'est une maladie, mais c'est les jambes agitées. Mon grand-père était comme ça. Il regardait la télé et il devait se lever tellement il avait les... Et je pense que c'est aussi parce que on agit, comment dire, on suit les impulsions à bouger sans arrêt aussi. On n'a pas l'activité physique n'est pas régulée, dans ce sens qu'on a des impulsions à bouger, on ne le fait pas forcément. Si on écoute toutes les impulsions à bouger, bah, au moment où on dort, c'est sûr que ça va peut-être être un peu plus facile de bouger sans arrêt. Parce qu'on n'a pas cette éthique du corps de maintenir une forme de stabilité, d'immobilité. Ça, dans la méditation, c'est hyper important. Parce qu'on peut se focaliser sur l'esprit, mais si on a un corps qui sans arrêt bouge, c'est un vrai obstacle pour la méditation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bienfait? Alors, on voit tous ces bienfaits, mais après, il faut se dire, est-ce que ces bienfaits, ils sont accessibles? Parce qu'on peut se dire aussi, ouais, ouais, c'est sûr, ça existe, ces bienfaits pour celui qui va passer sa vie en retraite. Pour moi, non, je pense pas trop, mais il faut faire aussi qu'on arrive à reconnaître que c'est possible pour nous aussi. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une graduation? Est-ce qu'on peut commencer par se dire, est-ce que je peux être juste un petit peu plus calme? Est-ce qu'il faut commencer par ça? Comment on fait dans la pratique? Hmm. Ben, je veux juste prolonger la durée. Commencer Ouais. Est-ce qu'on se dit, par exemple, parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une retraite, quelqu'un me disait, ouais, mais moi, avant d'essayer de me dire que je vais atteindre Shamatha, il faudrait déjà que j'aspire à me dire que je peux atteindre 20 secondes. Est-ce faut commencer par des petites aspirations avant d'avoir des grandes aspirations? Ouais, il faut souhaiter savoir que c'est possible avant. Enfin, tu peux avoir une grande aspiration, mais en ayant compris que c'est possible pour toi. Sinon, Mais est-ce que tu dis, Aïda, est-ce que ça rejoint pas un peu ce qu'on a vu ce matin? Est-ce que pour avoir l'aspiration, il faut savoir que c'est possible? Il faut être sûr que c'est possible? pour générer une vraie aspiration Ouais. authentique, comme tu disais, je pense que oui. Mais est-ce que toi, tu sais si c'est possible? Enfin, En somme, est-ce que c'est de savoir exactement si toi, tu vas atteindre Shamatha dans cette vie, par exemple, non, pour je veux commencer à dire voir? D'accord. que c'est possible de faire un tout petit peu. De Ah faire oui, d'accord. C'est possible de faire un tout petit peu. donc, si tu es capable de faire un 20 secondes, comme tu disais, effectivement,
tu Ouais. peux aspirer à plus. Et déjà, générer cette confiance en toi, je peux faire ça, donc je peux aspirer à d'autres. Hmm. Et ça, c'est assez proche de ce que disait Michel, de la réjouissance aussi, hein. Que si on ne se réjouit pas quand on arrive à méditer, parce que souvent aussi ça arrive, hein. Même dans les retraites, on était complètement distrait en départ de retraite. Fin de retraite, on arrive à se focaliser parfois plusieurs minutes et sans être distrait, sans perdre l'objet. Et parfois, je leur dis, mais vous vous réjouissez de ça quand même? Ouais, mais non, non, on veut shamatha, on veut parce que. Et maintenant, ce que j'ai compris dans les retraites, c'est que je ne présente plus les 9 étapes aussi vite. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que quand on commence par dire, OK, il y a 9 étapes, la 9 étapes, tu peux rester quasiment 24 heures en absorption méditative. Alors, immédiatement, les gens, les retraitants, ils se mesurent à ça. Et s'ils ont 4 minutes, ça reste quand même un millième de 24 heures, quoi. Mais si tu leur as pas dit au départ, ils se comparent pas avec ça. C'est étonnant quand même. Et ils peuvent se réjouir. Alors, je leur dis, mais c'est pas un problème de dire que quand on acquiert le shamatha, c'est 24 heures, c'est notre rapport à la comparaison. On a besoin de se comparer. C'est étonnant quand même, hein. Dès que je leur dis les 9 étapes, et en général c'est à la fin, je sens les oh, pff. Ils étaient contents avant parce qu'ils pouvaient rester une minute. Maintenant, ils sont désespérés parce ils sont hyper loin. Mais je leur dis, mais pourquoi? C'est c'est étonnant quand même, hein, comme on a besoin de se comparer à. Maintenant, on est dans une société de performance. Ouais, Si mais tu leur voilà. dis qu'ils sont en 4 minutes, enfin, s'ils constatent qu'ils sont à 4 minutes, alors que l'objectif c'est 24 heures, t'imagines? C'est Ouais, mais c'est notre rapport à c'est l'objectif aussi, défaite hein. dans la vie réelle. Ouais. C'est incompétent, tu vois, et c'est aussi tout notre contexte. Quand on dit cause et conséquence, ben, les causes, c'est notre contexte. Hmm. Et la conséquence, même quand c'est bien, c'est décevant. Ok, on va faire une pause. On fait une pause de 20 minutes. On se retrouve à 16h40. À tout à l'heure.